Madame, vous savez, il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent devant. Même si on mettait en place ces tribunaux, tant que la question des immunités ne sera pas résolue. Parce que nous sommes partisans. Nous estimons qu'effectivement, en ce qui concerne la criminalité économique et financière, on doit rendre les immunités inopérantes. Ça signifie que lorsque vous êtes poursuivi pour détournement de deniers publics et que vous êtes un député national, vous êtes un ministre, les immunités ne doivent pas jouer. Ça permet au procureur de vous interpeller, de vous poursuivre sans faire face à cet obstacle. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, abordons la question de la transparence, mais aussi de l'opacité qui entoure la justice en République démocratique du Congo, avec Maître Carlos Ngwampichi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonsoir Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Alors depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Constance Moutamba multiplie les initiatives et les déclarations en choc pour moderniser le système judiciaire. Mais à l'heure actuelle, est-ce que vous constatez une amélioration? Euh, Parler d'amélioration aujourd'hui, je dirais non, mais il faut peut-être reconnaître que le ministre Moutamba est en train de prendre des initiatives qui vont dans le bon sens. Mais malheureusement, ces initiatives-là ne sont pas accompagnées par des actes pratiques sur le terrain. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas assez d'évolution en ces jours, mais les initiatives sont là. Voilà. Et qu'en est-il depuis justement son arrivée, étant donné que plusieurs magistrats regroupés au sein de la SINAMAC dénoncent une approche populiste du ministre Moutamba? Est-ce que vous partagez cette analyse? Il faut noter qu'aujourd'hui, suivant notre constitution, le ministre de la Justice n'a pas de pouvoir sur le magistrat. Les magistrats congolais sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, le ministre Moutamba, si peut-être les gens estiment qu'il est en train de vouloir empiéter les pouvoirs du magistrat, oui, je dirais en quelque sorte oui, mais en réalité, il n'a pas d'initiative, il n'a pas de sanctions à prendre contre le magistrat. Les dernières réformes qui ont été proposées lors des assises de la justice allaient dans le sens de pouvoir améliorer effectivement tout ce que nous sommes en train de critiquer aujourd'hui. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune évolution. Les actes qu'il pose, effectivement, certains sont entachés d'excès de pouvoir, mais de manière générale, je pense que si ce sont des initiatives qui peuvent être bien encadrées, on pourra peut-être espérer un changement, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, rassurez-vous. En tout cas, ce changement, il veut le mettre en place. Là, actuellement, l'Assemblée nationale vient de déclarer le projet de loi portant sur la création d'un tribunal pénal économique et financier, ainsi que d'un parquet national économique et financier pour lutter justement contre la corruption. Est-ce que vous saluez cette initiative? Oui, je suis au courant de cette initiative. Je dirais que l'idée est vraiment bonne, mais malheureusement, je dis bien malheureusement, nous risquons de ne pas évoluer dans la lutte contre la criminalité en col blanc, autrement dit la criminalité économique et financière. Parce que effectivement, vous devez tenir compte d'un fait, c'est que dans ces projets de loi, le ministre de la Justice est resté dans ce que nous appelons la justice pénale, sans pour autant analyser les obstacles qui peuvent se présenter dans l'avenir. Tenez, madame, aujourd'hui, la mise en place de ces tribunaux, non seulement va coûter beaucoup d'argent à la République, parce qu'il faut nommer des magistrats, il faut trouver des bureaux pour permettre aux magistrats de travailler, mais en réalité, les mêmes attributions sont exercées par le parquet qui existe déjà, par les cours et tribunaux qui existent. Ce ne sont pas des des hommes extra qui viendront travailler là-bas. Ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui critiquées de la corruption qui vont gérer ces parquets. Mais seulement, ce que je trouve, ce que j'estime que nous n'allons pas évoluer, c'est dans le sens que aujourd'hui, on va mettre en place ces parquets, on va mettre en place ces tribunaux, mais qu'est-ce que nous visons au finish? Ce que nous visons, c'est que la victime, qui est la République,
soit rétabli dans ses droits en cas de détournement, en cas de blanchiment, en cas de corruption. Mais les moyens des droits qui sont en place ne permettent pas à la République de pouvoir récupérer les fonds détournés. Je m'en vais vous donner un exemple. En cas de détournement des deniers publics, la loi, le code pénal, punit l'infraction de détournement de 20 ans de travaux forcés. Au-delà de ça, nous sommes sous le régime de la confiscation spéciale. Donc, c'est-à-dire que le juge peut décider à ce qu'on puisse confisquer le bien de la personne qui a été déclarée coupable. Mais quels sont les obstacles, madame? Ça signifie que lorsque vous êtes condamné, par exemple, à 20 ans, vous allez en prison. Vous me suivez là? Oui, on vous suit, oui. Donc, vous allez en prison. Lorsque vous purgez votre peine, vous sortez de la prison sans restituer les fonds détournés parce qu'il n'y a pas de moyens de contrainte. Là, c'est de un. Et vous verrez que tous les cas de détournement des deniers publics que notre pays a connus, l'État ne récupère pas les fonds détournés. L'État ne récupère pas les fonds détournés. Pourquoi? Parce que les codes pénals, aujourd'hui, la justice pénale devient de plus en plus inefficace. C'est pourquoi nous sommes les partisans de ceux qui estiment que, au-delà de la mise en place de ces cours et tribunaux, il va falloir qu'on puisse créer des chambres de médiation, des chambres de médiation pénale dans chaque parquet ou dans ces parquets-là. Ça permet au parquet de pouvoir demander à la personne qui est poursuivie de négocier, de restituer les fonds et le parquet peut classer les dossiers pour inopportunité de poursuite. À ce moment-là, vous verrez que non seulement la République, qui est la victime, peut être rétablie dans ses droits. Et ces cas que je viens d'évoquer tout à l'heure a déjà un précédent. Souvenez-vous, lors du procès 100 jours, il y a un directeur ou un DG d'une banque de la place qui avait été arrêté dans le même cas et il a payé 35 millions de dollars comme caution. Et cette personne a bénéficié de la liberté provisoire. L'État a été rétabli dans ce droit. Et donc, si on peut tenir compte de cet aspect des choses, je pense que les choses vont évoluer. Mais sinon, si nous devons rester dans le même format de la justice pénale qui existe aujourd'hui, les parquets qui est créé, les tribunaux pénals économiques et financiers qui est créé, ne va pas faire évoluer les choses. Les gens vont continuer à aller en prison, ils ne vont pas restituer les fonds détournés et c'est la victime qui est l'État qui ne sera pas rétabli dans ses droits. Et restons justement sur les répressions. Est-ce que selon vous, maître, elles sont à la hauteur des attentes? Car cette réforme devrait s'accompagner d'une transparence avec justement la publication des sanctions disciplinaires des magistrats corrompus ou des politiques corrompus dans un journal officiel. Alors, parlant de la question des sanctions disciplinaires, effectivement, c'est un problème qui doit être résolu le plus tôt possible. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tout faire. Dès lors que le magistrat ne se sentiront pas coincés en termes de sanctions, il y aura toujours d'abus. C'est pourquoi nous sommes partisans. Nous estimons qu'à ce jour, il va falloir qu'on puisse créer des chambres disciplinaires qui soient autonomes du Conseil supérieur de la magistrature. Avec la création de ces chambres qui seront gérées ou composées par des personnalités indépendantes de la magistrature, ça va permettre à ce que le magistrat soit sanctionné facilement parce que entre eux, entre le magistrat, ils se protègent. Donc, on peut beau créer ces parquets, on peut beau créer ces tribunaux, mais tant que les magistrats ne se sentiront pas redevables, sachez-le très bien que les choses ne vont pas évoluer. Donc, il va falloir également tenir compte de cet aspect des choses, qu'on puisse renforcer le pouvoir disciplinaire de la magistrature et qu'on puisse non seulement renforcer ce pouvoir-là, mais rendre les chambres disciplinaires autonomes du Conseil supérieur de la magistrature. Et à quel degré d'ailleurs peut-on évoluer la délinquance en col blanc par rapport à la délinquance de rue? Il faut noter que d'abord, la délinquance ou la criminalité économique et financière coûte plus cher à la République par rapport à la délinquance ou à la criminalité urbaine. Imaginez-vous un seul individu qui vous détourne plus de 100 millions de dollars. Ces 100 millions de dollars pouvaient permettre la construction des hôpitaux, la construction des écoles et ainsi de suite, mais ça va dans les poches d'un individu. Effectivement, ça coûte énormément cher à la République et donc c'est même un frein au développement de notre pays. Et pourquoi justement ils ne passent pas alors dans la case prison? Pourquoi certains y échappent? Ils échappent parce que vous devez comprendre que d'abord, qui détourne? Vous avez la criminalité économique et financière, c'est une criminalité des élites, c'est une criminalité des intellectuels, Donc il y a une des hommes qui ont, complicité des hommes en institutionnelle cravate. alors qui est Donc, instaurée. ils se protègent entre eux.
ils sont couverts par les immunités. Et d'ailleurs, là, vous me donnez encore l'occasion de revenir sur cette question du tribunal pénal économique et financier. Madame, vous savez, il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent devant. Même si on mettait en place ces tribunaux, tant que la question des immunités ne sera pas résolue. Parce que nous sommes partisans. Nous estimons qu'effectivement, en ce qui concerne la criminalité économique et financière, on doit rendre les immunités inopérantes. Ça signifie que lorsque vous êtes poursuivi pour détournement de deniers publics et que vous êtes un député national, vous êtes un ministre, les immunités ne doivent pas jouer. Ça permet au procureur de vous interpeller, de vous poursuivre sans faire face à cet obstacle. C'est très important. Deuxièmement, il faut que nous puissions revenir à ce qu'on appelle la confiscation générale lorsque vous êtes reconnu coupable de détournement de deniers publics. Pourquoi je le dis, madame? C'est parce que la plupart de ceux qui détournent procèdent par ce qu'on appelle de prête-nom. Ils achètent les biens immobiliers qu'ils mettent au nom des enfants, au nom des femmes. Et ces biens-là échappent à la confiscation parce que nous sommes sous la confiscation spéciale. La Constitution, son article 34, parle de la propriété est sacrée. La propriété immobilière ou privée est sacrée. Donc, on ne peut pas saisir un bien qui n'est pas au nom de la personne reconnue coupable. Et là, c'est un obstacle majeur. Parce que ces gens sont déjà au courant qu'en cas de problème, on viendra saisir le bien. C'est pourquoi ils mettent au nom des enfants. Mais si nous revenons à la confiscation générale, ça permet, n'est-ce pas, au juge d'ordonner la confiscation de vos biens, le bien de votre enfant, des biens qui sont au nom de votre femme, lorsqu'on constate qu'effectivement, ces biens ont été acquis dans la période du détournement. C'est très important. Troisièmement, il faut que la criminalité en col blanc devienne imprescriptible dans notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de délai de prescription. Et aussi qu'on puisse revoir la peine. Au lieu de 20 ans, nous pouvons passer à la peine à perpétuité. Ce sont des garanties que les certains peuvent mettre en place. Ça va dissuader, à mon avis, beaucoup de criminels en col blanc. Mais maître Ngwapichi, prenons justement le cas, si vous le permettez, de Constant Moutamba avec les soupçons de détournement de fonds pour la construction d'une prison à Kisangani. Aucune arrestation ni enquête n'a été faite. Il va devoir simplement s'expliquer prochainement à l'Assemblée nationale, alors que 39 millions de dollars auraient été détournés. Comment on peut expliquer cela? Alors, les cas de la construction de la prison de Kisangani, les cas de 39 millions, je n'ai pas fait beaucoup de commentaires parce que je n'ai pas assez d'éléments, mais seulement, nous l'avons tous suivi par la voie de médias, qu'effectivement, le ministre de la Justice avait saisi la première ministre pour obtenir son approbation. Et la loi, dans les cas d'espèce, donne 10 jours au Premier ministre pour réagir. C'est-à-dire, dans les 10 jours, la Première ministre peut réagir négativement, soit positivement, après avoir examiné les dossiers. Mais il se fait que, d'après nos informations, la Première ministre n'a pas réagi dans les délais. Et dans les cas d'espèce, la loi dit, si vous dépassez les délais, l'approbation est censée avoir été accordée. Donc, sur ce point, j'estime que le ministre de la Justice n'a pas tort. Mais maintenant, quant à savoir si les montants a été décaissé. Les montées viennent du Trésor public. Vous avez vu la réaction du ministre des Finances qui dit qu'il n'a jamais autorisé un quelconque paiement. Donc, il revient maintenant au ministre de la Justice de nous dire la source d'où est venu cet argent. Et je pense que le juge, au moment venu, sera saisi, soit le procureur général a le pouvoir de se saisir parce que sa mission est de rechercher les infractions et poursuivre les auteurs. Si effectivement ce fait qui apparaît suffisamment grave est établi, les organes habilités vont se saisir au moment venu. Mais pour l'instant, en ce qui concerne la procédure, je dis, le ministre de la Justice est irréprochable par rapport à la saisine de la Première ministre. Est-ce qu'on peut dire justement qu'ils sont touchés par une campagne de désinformation? En tout cas, c'est ce que justement le ministre de la Justice et de la Finance ajoute. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un pouvoir très important. Les réseaux sociaux sont devenus des causés tribunaux. On peut même vous condamner sans pour autant que vous soyez jugé. Je pense qu'au moment venu, tout ça sera connu, que les juges compétents puissent se saisir et la population sera édifiée par rapport à ça. Je n'aimerais pas faire trop de commentaires parce que je n'ai pas tous les éléments avec moi. Et mettons par exemple une mise en cas, sans faire de commentaires, mais vraiment une mise en situation, en prenant exemple de l'année dernière, un précédent cas de détournement de fonds destiné à la construction aussi d'une prison, mais cette fois-ci à Kinshasa, avait abouti à l'arrestation du vice-ministre de la Justice, Bernard Takeiche. Et pensez-vous que Constant Moutamba risquerait justement lui aussi de connaître le même sort? Madame, vous devez savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Si le ministre de la Justice, Moutamba,
effectivement, est réprochable par rapport à ces faits problématiques. Parce que moi, j'appelle ça encore fait problématique. C'est pas encore une infraction parce qu'il faut attendre que le juge puisse effectivement déterminer que ces faits est qualifiable de détournement ou pas. Mais au stade actuel, je m'abstiens, n'est-ce pas, de faire tout commentaire. Mais sachez-le très bien, ici, les faits sont établis, il va répondre de sa responsabilité. En tout cas, dans les prochains jours, la la Cour constitutionnelle s'apprête à rendre arrêt dans l'affaire Bukanga-Lonzo, où plus de 285 millions de dollars destinés à un projet agro-industriel où se sont volatilisés. Vous, maître, en tant qu'auteur de l'ouvrage Le débâcle du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, responsabilité et choix de la justice pénale, comment expliquez-vous que ce dossier ait eu autant de retentissement? Merci pour cette question-là, madame. Moi-même, je faisais partie du collectif de l'un de prévenus, qui est aujourd'hui l'honorable Patrice Kitebi. Et nous avons été mis hors cause parce qu'effectivement, en son temps, lors de l'instruction préjudicielle, nous avons produit toutes les preuves qui retraçaient les différents ordres de paiement faits par mon client, M. Patrice Kitebi. Effectivement, je suis l'auteur du livre La débâcle de Bukanga Alonso, responsabilité et choix de la justice pénale. Dans mon livre, effectivement, je suis en train d'analyser les causes ou les vraies raisons et les déraisons, n'est-ce pas, de cette débâcle. Alors, lorsque je parle du choix de la justice pénale, après analyse, effectivement, nous revenons à cette histoire de la mise en place d'un parquet national financier et économique. Dans mon livre, j'ai analysé cette question pour démontrer que le choix de la justice pénale dans l'affaire Bukanga-Lonzo était impertinent. Impertinent, pourquoi? Parce que nous revenons à la même chose. Les gens, entre guillemets, si par exemple ils sont reconnus coupables, ils iront en prison, mais les fruits détournés, l'argent détourné, comment les récupérer? C'est pourquoi dans mon livre, je parlais de ce choix de la justice pénale que j'ai qualifié d'impertinent. Et donc, je suis partisan de ceux qui estiment qu'il fallait procéder à la médiation pénale. La médiation pénale est rapide. La médiation pénale permet de rétablir la paix sociale qui a été, n'est-ce pas, troublée, et la victime est rétablie dans ses droits. Et donc, dans ce livre, effectivement, je démontre que le parquet ne pouvait pas procéder par la voie du pénal. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise n'attend pas qu'on envoie les gens en prison. La population congolaise a besoin de récupérer son argent. L'argent qui a été détourné, il faut le récupérer. Mais comment le récupérer? Parce que notre code pénal ne le permet pas, ne nous donne pas de solution par rapport à ça. Parce que la seule disposition qui vous garantit un remboursement ou la restitution des fonds détournés, c'est l'article 248, sauf erreur de ma part, de la loi dite foncière, qui vous dit le bien présent et à venir constitue les gages communs pour tout créancier. Mais madame, si la personne reconnue coupable vous dit je n'ai pas l'argent, il crée son insolvabilité. Ça signifie que l'argent détourné restera comme ça et la République ne va rien récupérer. C'est pourquoi j'ai proposé en son temps des choix de la justice pénale. Alors, quant au procès, je ne sais pas faire trop de commentaires parce qu'il est en cours d'instance et il ne m'est pas permis, moi, avocat, de pouvoir commenter un procès en cours d'instance. Mais je pense que la justice est en train de faire son travail. Et donc, attendons au moment venu la décision qui sera rendue. Et dans cet ouvrage, vous évoquez même le risque d'un acharnement punitif. Pourquoi vous employez, vous, ce terme? Faites-vous allusion justement à certains politiciens comme l'ancien Premier ministre Matata Poyo, pour lequel le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés et d'inéligibilité? Alors, je suis en train de... Parce que dans ce dossier de Bukanga Alonso, effectivement, si le travail doit être fait avec tous les sérieux possibles, il y aura beaucoup de gens qui vont se retrouver en prison. Je dis bien beaucoup de gens. Parce que le dossier Bukanga Alonso, madame, que personne ne vous trompe, il y a eu détournement. Mais il faut trouver qui a détourné. C'est le travail que le parquet devrait faire. Et j'estime qu'il y a eu... Le parquet, n'est-ce pas, n'a pas fini ses enquêtes. Il y a beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui en liberté, qu'on devait également interpeller dans ces dossiers. Mais je pense qu'au moment venu, après le procès, j'aurai peut-être la chance de pouvoir être invité, enfin, de vous donner tous ces détails. Mais ceux qui nous suivent peuvent se référer à notre livre. On en parle de manière aussi intelligible.
Oui, d'ailleurs, on vous plaidait même pour une innovation dans la gestion de la criminalité économique en dépassant l'archaïsme d'une justice pénale coloniale pour privilégier justement la négociation et la restitution donc au trésor public. Mais pensez-vous réellement que la justice congolaise est prête à adopter ce genre de format? Oui, effectivement, madame, mais il y a des cas pratiques. Dès le départ ici, je vous ai dit que lors du procès 100 jours, il y a un directeur général d'une banque de la place, que je ne vais pas citer, qui avait été arrêté pour le même fait avec l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc Mais ça peut être cette possible. personne-là a restitué les fonds, 37 millions de dollars. Ça fait partie de la négociation, ça fait partie de la médiation pénale. Et dans les cas d'espèce, vous trouvez qu'effectivement, lorsqu'il a remboursé, il a restitué les fonds, il a recouvré sa liberté et la République a été rétablie dans ses droits. La médiation est rapide. La médiation permet aux partis de taire les armes. Les antagonistes deviennent amis plus tard. La médiation permet au moins à la victime d'être rétablie dans ses droits. Parce que la mission principale, madame, n'oubliez pas, la justice a pour mission principale de rétablir la paix sociale qui a été troublée. Et la plupart des décisions qui se terminent par la voie judiciaire, effectivement, laissent toujours une partie mécontente. Mais par la médiation, on met fin à un conflit et la paix sociale est rétablie. Et donc, moi, je suis partisan de régler les conflits autrement que par la voie de la justice. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous décrions, je pense que la médiation serait la bienvenue. Maître Ngwapichi, on arrive bientôt vers la fin de l'émission et il y a un an, jour pour jour, à l'heure où nous enregistrons l'émission, la RDC avait connu une tentative de coup d'État, mais neutralisée par la suite par l'armée congolaise. Et ce procès médiatique a abouti donc à la condamnation à mort de 37 personnes sur 51 jugées. Vous, maître, en tant qu'avocat ayant défendu Jean-Jacques Rondo, condamné puis libéré dans cette affaire, comment analysez-vous aujourd'hui ce procès avec le recul? Qu'en dit justement ce procès sur la justice congolaise? Merci, madame, de l'occasion que vous me donnez pour revenir dans cette affaire du prétendu coup d'État. Je préfère utiliser le terme prétendu coup d'État parce qu'en fait, en réalité, je pense que l'État a raté l'occasion de découvrir la vérité de ce qui s'était passé ces jours-là. Parce que la justice également a pour mission de rétablir la vérité de fait. Vous savez, madame, moi, je me pose toujours une question. Pourquoi M. Malanga a été tué ces jours-là? Pourquoi M. Aboubakar a été tué ces jours-là? Parce que les deux messieurs, les deux têtes d'affiche étaient maîtrisés. Pourquoi on les avait tués? C'était pour étouffer la vérité. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ça fait un an, jour pour jour. En ce qui concerne M. Jean-Jacques Oundo, effectivement, il a fait le pourvoi en cassation parce qu'il continue à contester la décision qui a été rendue par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Rassurez-vous que, madame, M. Jean-Jacques Oundo est innocent dans cette affaire. Le ministère public, qu'il soit au premier degré ou au second degré, a été incapable de produire ne serait-ce qu'une seule preuve à charge de M. Jean-Jacques Oundo. Et donc, nous espérons que la justice fera bien son travail. Il est maintenant pour voir en cassation. Attendons voir comment les choses vont se passer. Mais sinon, en tout cas, s'il faut dire un mot, je regrette que dans ces procès, qu'on ne soit pas arrivé à découvrir la vérité, ce qui s'était réellement passé, qui était le tireur de ficelle pour pouvoir monter ces coups d'État. Et que pensez-vous justement de la peine de mort alors appliquée pour les autres personnes? La peine de mort, madame, comme vous le savez, c'est une peine qui est prévue par notre code pénal. Ça n'a jamais été aboli en réalité. Mais il y a ceux qui estiment que lorsque la Constitution parle de la vie humaine qui est sacrée, c'est une façon d'abolir tacitement la peine de mort. Mais au moins, le code pénal continue à l'appliquer. Alors, pour ceux qui ont été condamnés à la peine de mort en second lieu, je pense qu'il y a ceux qui sont allés en pourvoi en cassation, mais ceux qui n'ont pas fait le pourvoi, la décision est devenue irrévocable pour eux. Donc tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est la grâce présidentielle si le chef de l'État va accepter de le faire. Dernière question, maître, malgré les défis et les reculs récents, quels sont selon vous les signes ou les initiatives qui permettraient donc de croire encore à une évolution positive de la justice en RDC? Alors, nous n'avons pas droit à ne pas espérer parce que les problèmes ont été faits pour être résolus. En tant qu'humain, en tant que scientifique, en tant que praticien du droit, nous continuons à espérer que les choses vont changer. Madame, ce qui bloque notre pays, c'est la volonté. C'est la volonté politique.
Parce qu'aujourd'hui, avec nos autorités, ils sont en mesure, n'est-ce pas, de changer les choses, de prendre des décisions intelligentes pour pouvoir faire évoluer les choses. Parce que sans la justice, vous savez que c'est la justice qui élève une nation. Mais tant que notre justice n'arrive pas à travailler de manière indépendante, tant que le magistrat ne travaille pas dans les bonnes conditions, tant que les magistrats ne sont pas bien payés, il ne faut pas s'attendre à une bonne justice. Et donc, ce sont des préalables qu'il faudra, n'est-ce pas, régler pour pouvoir espérer à une meilleure justice. Merci beaucoup, Maître Carlos Ngwapichi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, auteur de l'ouvrage La débâcle du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, responsabilité et choix de la justice pénale. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Regardez-nous sur Global Africa Télé Sud et on se retrouve très prochainement.